Si vous êtes jeune, que vous avez entre 20 et 30 ans et que lors de votre adolescence ou de vos études, vous vous êtes senti porté par des ambitions patriotes ou conservatrices quand le reste de votre classe regarde le quotidien, vous avez forcément croisé la route du Raptor dissident. Un vidéaste bien connu dont la chaîne YouTube a été un véritable arsenal pour démonter les délires woke de l'époque. Vous connaissez forcément aussi Julien Rochdy, auteur et ancien cadre politique dont les livres et conférences sur le féminisme, Nietzsche ou encore l'écologie ont sûrement éveillé votre culture politique et votre esprit critique. Le Raptor, il y a quelques jours, a publié une vidéo de plus d'1 heure sur la question climatique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est très controversée. Aujourd'hui, Julien Rochdy lui répond et revient avec nous sur les derniers bouleversements politiques et sociétaux de ces dernières semaines. Salut Julien. Salut. Merci beaucoup d'être chez nous. On est ravis parce que ça doit faire 2 bonnes années que t'es pas venu sur VA+. C'est vrai. Il s'en est passé des choses. Alors, avant de revenir sur tes projets, sur tes prochains livres, il faut savoir que l'actualité principale de Julien Rochdy, c'est qu'il est papa. Ah oui. Alors, bravo pour ça. Événement. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change dans la vie d'un homme d'être un jeune père? C'est extraordinaire, à part pour le sommeil, parce que j'en manque considérablement. Mais non, vraiment, ma compagne et moi, on se dit tous les jours quel malheur ce doit être pour ceux qui peuvent le faire, mais qui n'en veulent pas parce qu'ils ont été pollués par l'idéologie actuelle qui pousse évidemment à ne pas avoir d'enfants au prétexte de l'empreinte carbone ou que sais-je encore, ou de l'égoïsme simplement d'une vie dénuée de sens, en fait, simplement dans la jouissance du quotidien. Ça doit être terrible parce qu'un enfant est un bonheur formidable. Et moi, en tant qu'homme, je me disais, un bébé, c'est qu'un tube digestif qui bouffe et qui chie, pour être très clair. Ça sert à rien jusqu'à ce que ça ait, je sais pas moi, 5, 6 ans, 7 ans, âge auquel on peut avoir quelque interaction avec lui, surtout en tant que père, parce que j'ai l'impression qu'un bébé... Enfin, je croyais qu'un bébé, ça n'avait que des liens avec sa maman. Et en fait, je me trompais considérablement et totalement, parce que un bébé a déjà des interactions extrêmement fortes à 1 mois, 2 mois. Nous, il fait heureux depuis qu'il a 1 mois, il rigole et c'est une machine antidépresseur. Ça fait rire, on se marre comme tout avec ma compagne. C'est vraiment une expérience formidable que je souhaite à tout le monde. Et d'autant plus qu'il y a un péril démographique très très dangereux que l'on est en train d'affronter et qu'on affrontera surtout dans les années à venir. Je crains d'ailleurs qu'il soit plus grave que ce que l'on annonce, parce que je vois autour de moi plein de jeunes de 30 balais, 35 ans, qui n'ont pas d'enfants et qui parfois en aimeraient, mais seulement qu'un, ou qui n'en ont pas tout simplement parce qu'ils n'en veulent malheureusement pas. Et ça fait peur, et je pense que l'hiver démographique que nous allons traverser plus tard sera dramatique pour nos sociétés, comme d'ailleurs Elon Musk le dit régulièrement. Donc il faut faire des enfants. Et je vous dis, si à la limite on est seulement branché aujourd'hui à une seule chose, à savoir notre jouissance personnelle et notre bonheur individuel, je vous dis, un bébé vous rend extrêmement heureux. Donc à la limite, si vous ne pensez qu'à ça, si vous êtes dans l'hédonisme occidental, moderne, qui n'est pas de notre faute, qui est celui dans lequel nous avons baigné depuis que nous sommes jeunes, eh bien un bébé, c'est bien sûr des contraintes, c'est des nuits qui sont beaucoup plus courtes, c'est sûr, mais c'est un bonheur de tous les jours que je souhaite à tout le monde. Donc faites des bébés. Moi, je vais en faire encore parce qu'on se dit avec ma compagne, mais c'est tellement génial qu'on en veut une quinzaine. Donc, alors, ça ressemble presque au mot de la fin. Si on devait retenir qu'une chose de cet entretien, ce serait sûrement ça. Ah mais oui, faites des bébés, bien sûr. Faites des bébés. On a quand même beaucoup de choses on va parler de beaucoup de choses. On a une petite heure devant nous pour parler de la France, de la recomposition politique en cours, bien sûr d'insécurité et d'immigration. On finira par parler d'écologie parce qu'on a très envie de t'entendre sur la vidéo du Raptor. Ah oui. Je sais que tu as beaucoup de choses à en dire. Ouais. On finira sûrement par ça. Avant ça, je vais commencer par te citer et reprendre un de tes derniers tweets qui m'a marqué. Alors attends, Antoine. Juste avant, en tout début de cette... On va faire l'instant promo maintenant. Alors, instant promotion. J'édite 2 livres ce mois-ci dans ma maison d'édition Eteri. Celui de Rodolphe Carr, je ne sais pas où est la caméra, ici, là. Bon, là, pardon. Rodolphe Carr, Faire Légion. Rodolphe Carr, qui est un jeune auteur prometteur qui pousse à un retour aux sources du nationalisme français pour nous en sortir. C'est très intéressant, donc je vous invite à le lire. Et puis aussi, j'ai le traité néo-réactionnaire sur l'accélérationnisme de Nîmes. Nîmes, qui est le premier penseur francophone de l'accélérationnisme, une philosophie qui est très en vogue aux États-Unis, extrêmement intéressante, avec une postface du docteur Laurent Alexandre qui a lu ce livre et qui l'a extrêmement apprécié. Lisez ce livre. Philosophiquement, c'est
absolument passionnant. Et je suis vraiment très fier de l'éditer. Je vous dis, c'est le premier penseur de l'accélérationnisme en France et le plus intelligent, sans aucun doute. Donc voilà, ces 2 livres sont disponibles sur eteri.com. Lisez-les, ça vous ouvrira l'esprit. D'autant que moi-même, je suis plutôt en désaccord avec les 2 auteurs, mais je les édite quand même parce qu'ils sont passionnants. Et ça prouve ma grande tolérance. Ce qui prouve aussi que ta maison d'édition se développe bien. On va avoir de très grands auteurs qui vont signer là, dans les mois à venir. J'en ai des auteurs américains qu'on traduit et anglais. Donc je suis très très content. Bravo. Et on aura l'occasion sûrement de les recevoir ici. Oui. Les Américains et les Anglais, je ne sais pas, mais je vous le souhaite en tout cas. C'est des grands auteurs, c'est des grands noms. Donc je reprends. Je disais qu'il y avait un de tes tweets qui m'avait marqué ces dernières semaines à propos de l'assassinat de la jeune Philippine. Tu dis « J'ai l'impression d'un frémissement au sein de la classe politico-médiatique, comme une légère prise de conscience. » Alors, tu as eu l'occasion de le redire aussi sur Ligne Droite, puisque tu interviens sur Radio Courtoisie, une fois par semaine, me semble-t-il. D'où vient cette impression ? Qu'est-ce qu'il y a de plus dans l'émotion que pour Crépol ou pour Lola ? Écoute, je ne sais pas, je ne mettrai pas ma main à couper sur ce thème-là. Mais j'ai eu l'impression quand même que dans la classe médiatico-politique, les gens avaient l'air un peu plus concernés. Et quand je parle des gens, je parle des journalistes, des éditorialistes, des hommes politiques. J'ai l'impression qu'ils sentaient enfin que cette insécurité dramatique qui existe en France pouvait les toucher, enfin. Parce que finalement, Lola, Victorine et bien d'autres, c'était des prolos de province, quoi. Et alors Lola était dans la région parisienne, mais c'était une prolétaire, disons les choses crûment, clairement et tristement. Donc, toute cette nomenclatura parisienne, cette bourgeoisie, se dit qu'elle est protégée par de l'insécurité, parce que l'argent crée une distance entre elle et justement l'immigration. Et finalement, avec Philippine, on s'aperçoit que une jeune fille qui étudie à Paris-Dauphine et qui est issue d'une classe sociale plutôt élevée, peut connaître des drames absolus, enfin ce drame absolu qui est le viol et l'assassinat. Et donc, en fait, cela peut arriver à toutes les filles, à toutes les sœurs, à toutes les épouses de ces grands bourgeois. Et donc, j'ai eu cette impression, je ne sais pas si j'ai raison, peut-être que c'est qu'une impression, mais j'ai eu le sentiment que, enfin, l'élite, après le Bataclan, après aussi énormément de choses, c'est des petites pierres sur un chemin qui est long, malheureusement, mais pour révolutionner les esprits en France, il en faut, et particulièrement de cette caste dirigeante, de la nomenclatura parisienne. J'ai l'impression qu'il y a un début de prise de conscience, une prise de conscience sérieuse, qui est que cette société multiculturelle et de l'immigration massive ouverte aux 4 vents n'est pas safe, pour utiliser un mot anglais, n'est pas sécure pour les Français, quels qu'ils soient et quelle que soit leur classe sociale. Voilà. Donc, à un moment, il va falloir s'y intéresser et s'y pencher sérieusement, parce que sinon, nous allons être pire que le Liban, nous allons être le Salvador avant l'arrivée du dernier président qui a réglé le problème avec force. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, là où l'on finira. Je pense que la France est en train de connaître une explosion de l'insécurité et de la violence aux personnes. Nous vivons dans une France qui devient insupportable au quotidien et que nous mettons du temps avant de réagir, avant de vraiment réagir comme il faudrait, parce que tout notre arsenal judiciaire, notre échelle des peines a été fait pour une délinquance des années 60 et n'est plus du tout adapté avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Le problème, c'est que nous avons en France, je le répète souvent, le pire du progressisme et le pire du conservatisme. Sur certains points, nous sommes très à la pointe, là où l'on ne devrait pas l'être, tu vois. Et sur certains points, nous sommes très lents à la détente. Et sur tout ce qui est judiciaire, sur tout ce qui est l'autorité de l'État, sur tout ce qui est la police et comment est-ce que l'on devrait régler tous ces problèmes d'insécurité qui se transforment petit à petit même en des choses encore plus graves, qui poussent à une violence affreuse qui amène jusqu'à des assassinats, aux meurtres terribles. Eh bien, tout cela doit être réglé avec une autorité que l'on n'est pas encore capable d'assumer parce qu'il y a un fond gauchiste qui règne en France et parce qu'il y a une révolution idéologique à opérer, une révolution qui commence petit à petit, voilà, qui est en cours. On le voit avec le gouvernement Barnier qui met Retailleau à l'intérieur. Mais bon, quand on voit le ministre de la Justice, on sent qu'il y a encore des résistances très fortes de cette classe encore parisienne, et pas que parisienne d'ailleurs, française, qui vit dans un gauchisme diffus
et qui croient encore aux vieilles lunes de la réinsertion par la prison ou moins de prison, tous ces trucs qui étaient faits pour les années 60, mais plus du tout pour aujourd'hui. Alors, dans ce besoin d'ordre dont tu parles, à propos, notamment sur la sécurité, il y a effectivement le symbole Retailleau à l'intérieur, mais il y a surtout les élections législatives et les 11 millions d'électeurs pour le RN. Est-ce que ça fait pas plus autorité une information comme celle-ci? Bien sûr. Alors, si on essaye de prendre un peu de hauteur et de regarder sur la France sur l'époque actuelle dans un temps long, on s'aperçoit quand même que toute l'histoire de France finit toujours à un point qui est un coup d'État militaire ou policier, enfin en tout cas des forces de l'ordre, pour remettre justement de l'ordre dans un pays qui a sombré dans l'anarchie et dans le désordre. Je crois qu'on avance petit à petit vers cette solution, vers une solution d'un État qui devra assumer des fonctions régaliennes extrêmement fortes, beaucoup plus dures, pour gérer une société absolument intenable, d'une société qui se sera divisée entre communautés souvent opposées et qui ont du mal à vivre ensemble. Le vivre ensemble n'est plus qu'un mot aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que je parle de révolution mentale parce que nous en sommes vraiment là, si tu veux. Il va falloir regarder la société française telle qu'elle est et non pas telle qu'on l'imagine ou telle qu'on la rêverait. La France une et indivisible, la République une et indivisible, avec l'assimilation républicaine et tout cela, c'est du passé. Et si ça existait un jour d'ailleurs, parce que la France a toujours été divisée par les provinces, les différentes cultures qui existent dans nos terroirs. Mais là, la division est trop gigantesque. Il y a des communautés qui parfois se regardent en champ de faïence, qui parfois peuvent travailler en commun, c'est pas interdit non plus. Mais pour que tout cela puisse fonctionner, il va falloir un État extrêmement puissant, en tout cas pour ce qui est des fonctions régaliennes, et qui impose un ordre avec force. Et je te dis, on finira comme le Salvador. On finira avec beaucoup plus de policiers qui auront beaucoup plus de latitude pour agir, parce que la société le réclamera. Et comme tu disais, comme tu rappelais très justement, avec le RN qui augmente de plus en plus, la société réclame ce retour de l'ordre, ce besoin d'ordre, parce que l'insécurité généralisée avec des racailles qui agissent en toute impunité, racailles qui, en plus, agissant en toute impunité, eh bien, finissent par avoir une volonté de puissance et une volonté de nuisance surtout qui grandit et qui aboutit ensuite à des choses encore pires. Donc si on n'arrête pas tout ça dans l'œuf, c'est-à-dire dès le plus jeune âge, avec des peines très très fortes, très violentes, qui devraient être d'ailleurs autre chose que la simple prison. Ça, c'est mon nouveau cheval de bataille, l'un de mes chevaux de bataille. Je veux essayer d'imposer ça dans le débat. La prison n'est plus dissuasive. Ça, je tiens à le dire, le répéter. Il faut le répéter partout. La prison n'est plus dissuasive aujourd'hui pour la racaille. La prison était dissuasive pour des gens dans les années 60 qui avaient une sociabilité, une intelligence, une civilité qui faisait en sorte qu'ils n'avaient pas envie d'être au trou trop longtemps. Aujourd'hui, nous sommes face à des gens qui n'ont rien à faire d'aller passer 6 mois, 1 an, 2 ans de prison pour des choses qui embêtent les Français au quotidien. Si vous prenez un exemple simple qui est celui d'une agression dans la rue, des racailles qui viennent et qui tapent, je sais pas, quelqu'un, n'importe qui, une femme, un homme, une père de famille, n'importe qui, ces gens-là risquent quoi ? Même pas d'aller en prison, parce que ceux qui sont condamnés seulement à 2 ans de prison n'y vont pas. Mais même s'ils sont condamnés à 3-4 ans, ils vont faire quoi ? Ils vont faire 1 an, 2 ans de prison. Qu'est-ce que c'est ? On rejoint nos cousins, on rejoint nos frères, on joue à la PlayStation, on fume du shit, on s'arrange un peu dans les douches. C'est plus quelque chose de dissuasif du tout, la prison. La prison, comme me disait un ami dernièrement, la prison n'est dissuasive aujourd'hui que pour une seule catégorie de la population, les Français de souche. Parce que pour nous, c'est double peine. C'est non seulement l'enfermement, et en plus l'enfermement avec des personnes avec qui on n'a pas envie forcément de vivre, tu vois. Mais non, c'est plus dissuasif. Donc c'est plus dissuasif pour la racaille. C'est plus dissuasif aussi pour les sans-papiers, les fameux OQTF dont on parle. Prends l'exemple d'un clandestin qui vit dans la rue. Violer une femme dans la rue, ça lui permet d'avoir accès à une sexualité auquel il n'a pas accès. Bon, c'est terrible, mais c'est comme ça. Et derrière, il va faire quoi ? 4-5 ans de prison ? 4-5 ans de prison, nourri, logé, blanchi, c'est mieux que d'être dans la rue. Donc comment est-ce que tu dissuades un clandestin de violer une femme ou d'agresser quelqu'un gratuitement avec quelque chose qui finalement l'arrange mieux que d'être dehors ? Tu vois ? Donc c'est là où
c'est là où la révolution, je le répète, décidément, ça va être le mot d'ordre là, de cette question, en tout cas sécuritaire. La révolution mentale doit avoir lieu. Il faut revoir totalement notre système judiciaire et notre système pénal et les peines. Parce que la prison n'empêchera pas les racailles de continuer leurs méfaits et tout cela va continuer et empirer jusqu'à un point de non-retour qui imposera ensuite une situation à la salvadorienne, tu vois. Donc avec des militaires partout dans les rues, des caméras absolument partout dans les quartiers pour simplement pouvoir vivre et respirer, tu vois. Donc je sais qu'on est très loin de ça. Mais nous, influenceurs de droite, intellectuels de droite sur Internet, dissidents, enfin j'en sais rien, on est là pour aiguiller un peu le débat, pardon, parce que sinon ça tourne à rond. Et voilà. Donc ça passe pour extrémiste aujourd'hui que d'appeler à de nouvelles peines comme le bagne, comme des camps de travail, ce genre de choses. Mais pourtant, on en a besoin. Je vous dis, la prison ne réglera pas le problème. D'autant qu'en plus, on n'en a pas assez de places de prison. Hein. Donc c'est pour ça, la sécurité dramatique que vit le pays pourra se solver seulement par une grosse prise de conscience de la nouvelle criminalité, qui n'a plus rien à voir avec celle des années 60. Et partant de là, il faudra changer totalement notre échelle des peines, et nos peines tout court d'ailleurs. Alors, à propos de cette révolution dont tu parles, est-ce que tu as l'impression d'avoir le vent en poupe? Je m'explique. Tout à l'heure, je te parlais des 11 millions d'électeurs pour le RN. Ouais. On en fait ce qu'on veut. CNews qui cartonne et qui est la première chaîne d'info. Bardella, politique préférée des Français. Toi qui fais de l'activisme depuis une bonne dizaine d'années, tu as connu le Front National qui faisait 10%, qui était le parti des pestiférés, etc. Tu dois constater quand même un contraste dans l'avancée des idées de droite dans le débat politique. Est-ce que tu as l'impression d'avoir le vent en poupe? Alors, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas. Parce qu'au sein de la population française, il est évident que la droitisation accourt. C'est-à-dire que les gens en ont ras-le-bol de l'insécurité, ils réclament de l'ordre, ils réclament moins d'impôts, enfin tout ça, que des choses qui sont plutôt à droite. D'ailleurs, tous les problèmes français peuvent se résoudre à droite. On peut en parler après si tu le souhaites. Mais il y a évidemment un mouvement de droitisation au sein de la population française. Maintenant, on sait très bien que les sociétés ne changent qu'avec les minorités agissantes, c'est-à-dire les gens qui sont aux manettes, les gens qui sont aux commandes, et en particulier au sein de la nomenclatura parisienne. Et on voit qu'il y a des corps constitués qui résistent à cette droitisation et qui continuent d'avoir le pouvoir, le vrai pouvoir, d'avoir les manettes et de pouvoir appuyer sur le bouton in fine. Et on a vu d'ailleurs aux dernières élections législatives que les Français avaient beau voter en majorité pour le parti, en tout cas le premier parti de France était l'Assemblée nationale, ça n'a pas empêché derrière de faire à nouveau le barrage à la Castor, de faire peur, de pousser les personnes âgées à quand même revenir sur leur vote RN, même c'est arrivé, pour finalement continuer de voter pour le système, etc. Donc ce qu'il faut, c'est avoir des gens qui agissent en réseau, qui agissent comme une minorité agressive, selon le concept de Nassim Nicolas Taleb, agissante, pour pouvoir vraiment changer les choses au sein de la société française. Parce que si on attend un mouvement général et populaire, je crois qu'on attendra longtemps et qu'on se plante. Pour une raison simple, il faut regarder la société française telle qu'elle est, et non pas telle qu'on la rêverait. Et il faut arrêter l'idéalisme en politique. Il faut être assez matérialiste. En tout cas, regarder ce qui structure vraiment le pays. Et c'est à partir de là qu'on peut comprendre ce qu'il est possible de faire ou non. Et mauvaise nouvelle, la société française est constituée d'énormément de personnes âgées. La démographie est extrêmement vieillissante. Et nous sommes dans une société qui vieillit, voilà, et qui est amenée à vieillir encore davantage dans les années à venir. Et mauvaise nouvelle, historiquement, les sociétés vieillissantes ne bougent pas énormément. Restent dans un statu quo, une sorte de conservatisme malsain, qui persiste jusqu'à la fin des fins, si tu veux, avant soit la catastrophe absolue, soit avant le retour. Toutes les sociétés vieillissantes n'agissent pas. Si tu regardes les grands mouvements de l'histoire, à chaque fois que les choses ont bougé, en bien comme en mal, hein, c'est pas le sujet, mais à chaque fois que les choses bougent, qu'il y a des révolutions, qu'il y a des grands tournants dans le politique à 180 degrés, même des guerres, des choses vraiment fortes qui font écrire l'histoire, ça arrive quasiment tout le temps dans des sociétés qui disposent d'une jeunesse abondante. Or, nous ne l'avons plus. Donc, si nous rêvons au grand mouvement populaire qui, d'un coup, révolutionnera le pays, on se plante, on n'aura pas ça.
Tout ce que l'on peut faire donc, c'est prendre les manettes au sein de l'État, donc à Paris, malheureusement, même dans les régions, partout où il y a du pouvoir, en agissant comme des minorités conscientes. Et c'est là qu'on aura de l'influence et du pouvoir, et pas seulement avec un mouvement populaire qui se traduit par les élections, qui est un soutien très important, mais qui, tout seul, ne peut rien faire. Si le Rassemblement national ou un autre parti, supposons un autre parti de droite important, arrive au pouvoir parce que, allez, on a converti la majorité des personnes âgées, et donc il y a un vote massif pour ce parti. Si ce parti-là arrive seul au pouvoir et n'a pas assez d'individus conscients de droite pour occuper les différents postes de ce qu'on appelle l'État profond, ou en tout cas l'administration, qui est en vérité la bureaucratie de l'administration, c'est ça qui dirige vraiment le pays. Hein. Si on n'a pas assez de gens pour occuper ces postes-là, avec une conscience très claire de cette révolution mentale, ou du moins des gens qui ont accompli au sein de leur esprit, eux, cette révolution mentale, alors on ne changera rien. Et même si nous avons ce mouvement populaire et démocratique, on ne changera rien dans le fond. Ce qu'il faut, c'est que des gens comme toi, des gens comme moi, et bien d'autres, et il y en a, attention, hein, puissent agir de concert dans les coulisses, dans la coulisse. Voilà. Et en ce sens, il y a eu plutôt, tu trouves, une génération qui est investie, qui se sent concernée. Comment tu juges les jeunes Oui, après, oui, c'est vrai. C'est vrai que la jeunesse, il y a quand même les jeunes sérieux, disons, les jeunes qui font jeunes intelligents sont quand même de plus en plus, je trouve, de droite. On prenne conscience de tous les problèmes qui accablent la société française. Mais attention, parce que l'extrême gauche aussi agit bien et a énormément de moteurs pour faire avancer son idéologie. Hein. Et notamment sur Internet, sur YouTube, ils sont très très puissants. Hein. Moi, il m'arrive extrêmement souvent de regarder des vidéos d'extrême gauche parce que bien sûr, ils sont présents quotidiennement. Nous sommes très en retard en réalité. On croit... Alors, fut un temps, on se disait qu'on avait gagné la bataille de YouTube, mais les gros influenceurs ont quitté YouTube, les gros influenceurs de droite. Il n'y a pas tellement de relations entre la droite mainstream et institutionnelle, CNews, Le Figaro, tout cela, avec le monde d'Internet et le monde de YouTube. Il y a même un mépris souvent. Hein. On est youtubeur, tu sais, du moment que tu es sur YouTube, tu deviens un youtubeur. Tu n'es pas écrivain, par exemple. Non, pas du tout, tu es youtubeur. Je sais pas, c'est comme si je passe à la télévision, je deviens téléviseur, tu vois. Les gens qui passent à la télévision, ils sont éditorialistes, journalistes, écrivains, je sais pas moi. Il y a énormément de professions qui passent à la télévision. Mais quand tu es sur YouTube, c'est pareil. Tu es écrivain, et tu utilises YouTube comme un média simplement. Mais non, sur YouTube, du moment que tu fais des vidéos sur YouTube, tu deviens youtubeur. Voilà. Bon, d'accord, moi je ne suis pas youtubeur. Sur YouTube, il y a des influenceurs beauté, il y a des gens qui parlent de cinéma, il y a tout comme à la télévision. Donc il y a un mépris pour le monde de YouTube. Il n'y a pas un travail en commun, comme il y a aux États-Unis d'ailleurs, entre les gros médias de droite institutionnalisés et qui ont de l'argent, voilà, c'est News, Le Figaro, et puis le monde d'Internet. C'est dommage parce qu'à gauche, ça fonctionne beaucoup mieux. Et il y a de plus en plus de médias d'extrême gauche sur YouTube qui correspondent avec les partis même. Tu vois, moi, je vois, il y a des influenceurs de gauche qui reçoivent Mélenchon, qui reçoivent des députés de LFI, alors qu'il serait absolument impensable qu'un influenceur de droite sur YouTube puisse recevoir Marine Le Pen, tu vois. Ça serait impensable. Impensable. Donc il faut revoir notre copie parce que, ouais, on est en retard. On a cru, je te dis, ces dernières années que nous avions gagné la bataille d'Internet. Et la gauche a pris peur. Est-ce qu'il y a eu un phénomène, peut-être dans l'année 2021, quand toi, Papacito, Baptiste Marchais, etc. C'est ça, il y a eu une apogée comme ça, effectivement. En plus, dans le sillage de la campagne de Zemmour, tout ça, où il y avait quelque chose d'assez fort. Mais la gauche a bien réagi. Et elle a créé pas mal de médias. Il y a de plus en plus d'influenceurs de gauche sur YouTube. Et ils produisent énormément. Hein. Je sais pas ce qu'ils font, mais tous les jours, ils envoient des vidéos. Et finalement, ça finit par avoir une certaine influence sur la jeunesse. Donc, il faut qu'on revoie notre copie, il faut qu'on travaille. Et je suis le premier à accuser. Hein. Je ne produis pas assez sur YouTube, je ne produis pas assez d'audiovisuel. Mais il faut que nous le fassions parce qu'il y a une jeunesse à convaincre. Et puis surtout, il y a une jeunesse à former pour qu'elle puisse incarner cette minorité agissante qui sera seule capable de transformer le pays.
Je vais revenir sur Philippines. Il y a eu un hommage particulièrement digne et puissant. D'ailleurs, je vous invite tous à lire le sermon du père Grosjean, qui est particulièrement beau. Et en face de ça... Nous ne pouvons pas laisser gagner le mal. Exactement. Ouais. C'est le rôle de chaque homme, ne pas laisser gagner le mal. C'est très très beau. Et en face de cet hommage assez beau, de cette messe magnifique, etc., de ces hommages, en fait, pas que lors de l'enterrement, je veux dire, il y a eu des minutes de silence un peu partout en France, et en face des personnes qui perturbent des minutes de silence, qu'est-ce que ça dit de notre société quand on vient perturber un hommage d'une jeune fille violée et décédée à 19 ans? Il est évident qu'en ce moment, un fossé se creuse entre les gauchistes et les Français. J'allais dire, parce que pas seulement les droitards, je crois les Français. Il y a un mouvement de diabolisation de LFI qui semble en plus les satisfaire. Ils semblent être heureux de s'extrémiser et de se couper du bon sens et des gens normaux. Il y a une sorte de folie là, collective qui les prend, même Mélenchon. Mélenchon qui était beaucoup plus rationnel, beaucoup plus français dans sa manière d'approcher la politique. Et c'est un républicain à l'ancienne, hussard noir, les idéaux de la République, franc-maçonnerie, tout ça. Et aujourd'hui, c'est devenu un woke, c'est devenu un militant totalement décolonial, quoi. Je veux dire, Rouya Boutelja a gagné dans les esprits. Mais est-ce qu'il l'est vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas incroyable. juste une forme d'opportunisme dans le fond? Alors, je le pensais, et il se trouve que je l'écoute régulièrement, et j'ai l'impression qu'il a été converti. Alors se convertir à l'antiracisme et au décolonialisme, c'est la première étape avant de se convertir à l'islam. L'islamo-gauchisme, ça mène à l'islamisme, pas au gauchisme. Donc peut-être qu'un jour, il retrouvera ses racines marocaines et il aura envie de se convertir à l'islam. Mais d'ailleurs, j'ai appris qu'il y a des députés qu'on soupçonne plus ou moins LFI qui sont déjà convertis à l'islam, secrètement. Ça sortira bientôt. Mais je peux pas le dire, mais c'est des sources internes qui m'ont dit que oui, il y a des députés qui passent souvent à la télévision, qui sont des Français de souche, qui sont déjà convertis à l'islam. Non, j'ai l'impression que tout le travail qui a été fait autour de lui a fini par marcher, par fonctionner. Il est entouré par des gens qui sont woke, qui sont des décoloniaux, c'est-à-dire des antiracismes, c'est-à-dire des racistes anti-blancs, anti-français. Je pense, c'est sorti d'ailleurs dans la presse, qu'il a eu un mépris souverain pour les classes populaires françaises de souche. Il l'a dit à Hénin Beaumont quand il avait fait campagne que c'était que des alcooliques qui parlaient mal français, enfin je sais pas quoi. Alors l'alcoolique qui parle mal français, il a un véritable problème avec, mais en revanche le fumeur de shit qui parle aussi très mal français, non, lui c'est un copain et un allié. Bon, à choisir, je préfère l'alcoolique. Bon, peut-être que c'est parce que je viens de la campagne que j'ai une affection plus grande pour eux, mais non, je crois que les filles et l'extrême gauche devient folle et n'a que une haine de moins en moins dissimulée pour les Français de souche et une Philippine qui est scout, qui est catho, qui est une Française de bonne famille. Pour eux, c'est le mal. Pour eux, c'est une blanche privilégiée. C'est la domination, finalement. Et quand la domination se fait assassiner, finalement, c'est pas si grave. Ce n'est presque que justice. Si on va au fond de leur logique, en fait. Ça, ils n'osent pas le dire comme ça, quoi qu'il y a des gauchistes sur les réseaux sociaux qui sont allés jusqu'à dire ça. Mais si on va dans le fond de la logique gauchiste, c'est ça. Le blanc français est un oppresseur. Il a instauré tout un système de domination qui oppresse et qui martyrise les personnes immigrées, alors soit les Africains et les personnes qui vivent hors Occident, soit au sein de l'Occident, les personnes d'origine immigrée. Donc, par conséquent, quand l'un de ses représentants doit mourir, finalement, c'est un dommage collatéral d'une lutte anticoloniale et d'une lutte contre la domination mondiale qui, in fine, doit bénéficier à toute l'humanité. C'est Frantz Fanon et Sartre. Quand on tue un blanc, quelle est la phrase exacte? Lorsqu'on tue un blanc, on fait une pierre deux coups, on crée un lien, on tue un oppresseur et on libère un oppressé, quoi. Voilà. Donc c'est leur logique même, c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas s'émouvoir quand nous, on pleure nos morts, c'est-à-dire les gens de chez nous, tout simplement, et qu'ils s'émeuvent à grands traits, à grande de folie, et même jusqu'à justifier la violence qui s'ensuit avec les émeutes comme Naël, où là, effectivement, dès qu'un jeune... comment dit-on? C'est quoi l'expression consacrée? Un ange, un jeune ange.
Petit ange parti trop Un tôt. petit ange, ouais. Quand des petits anges issus de l'immigration meurent, alors même que c'est de leur faute et que ça n'a rien à voir avec une Philippine ou autre, ou un Thomas à Crépol, alors là, il faut mettre la France à feu et à sang, et il faut évidemment, encore une fois, condamner le français blanc, le français de souche, qui n'accueille pas assez bien les immigrés, qui ne donne pas assez d'argent, qui persiste dans son système de domination raciste. Moi, je pense quand même que les choses vont aller de mal en pis entre cette gauche extrémiste et complètement folle et le français de base de droite. Hein. C'est à se demander parfois si on ne va pas vers une sécession, hein, vers une scission totale, parce que idéologiquement et mentalement, on ne peut plus se parler. Voilà, franchement, on ne peut plus se parler. On voit tellement les choses différemment. On a tellement un sens même de la loyauté différent vis-à-vis de populations que ça va être très très compliqué dans les années à venir pour se rassembler et faire nation, selon le mot consacré. Il est très difficile de faire nation avec des gauchistes qui pensent de cette manière. Hein. Un gauchiste qui marche sur une affiche, comme j'ai vu sur les réseaux sociaux, qui marche sur une affiche de Philippines, qui appelle à la rébellion par rapport à ce qui s'est passé, ou simplement un moment de commémoration de ce qui s'est passé. Les gauchistes sont capables de cracher dessus et de marcher dessus. Je veux dire, mais j'ai pas envie de faire nation avec lui du tout, quoi. Hein. Donc, alors la solution idéale, ce serait de les foutre dans un endroit, dans une réserve de gauchistes dans le pays qu'on choisirait, dans le Larzac ou en Bretagne, ou je sais, pardonnez-moi les Bretons. Mais l'idée, ce serait vraiment qui créent leur pays idéal, sans racisme systémique et sans domination de leur côté, et puis que nous fassions notre pays. Et surtout, si nous faisions une chose pareille, il faudrait tout de suite mettre un mur de Berlin. Hein, mettre un mur entre nos secteurs, parce qu'il est évident qu'au bout de 3 mois, les gauchistes, avec leurs immigrés, il y en aurait beaucoup qui essaieraient de passer chez nous. donc il faudrait surtout leur interdire de venir ensuite chez nous, parce que ces gens-là, finalement, n'ont aucun pouvoir de nuisance. Tout ce qu'ils veulent, c'est piquer de l'argent des autres et instaurer leur système, leurs valeurs, leur domination, et puis nous imposer une immigration que nous ne voulons pas. Mais vraiment, hein, si on pouvait vraiment tracer des frontières nouvelles dans un pays, et cela arrivera, hein. Peut-être que d'ailleurs, il y aura des nouvelles formes de sécession. Il y a des auteurs américains d'ailleurs qui travaillent sur le sujet, qui disent que finalement, nous entrons dans une ère de néo-féodalité. Ça fait des années même que j'emploie ce mot, moi, de néo-féodalité, qui amènera à un territoire qui sera divisé, qui sera disloqué. Je parlais à l'époque d'un monde en grappes, avec des grappes qui seront plus ou moins en relation les unes avec les autres, mais des communautés qui formeront une sorte de nouvelle féodalité. Il serait bien qu'ils aient leur propre féodalité gauchiste pour voir comment le pays fonctionnerait. Hein. Allez-y, les filles, allez-y, les communistes, allez-y, les woke. Mettez-vous dans un pays, là, on vous laisse des villes, si vous voulez, entières, et vous allez voir comment vos idées fonctionnent. Et nous, laissez-nous faire. Laissez-nous la Vendée, l'Ardèche surtout, là où je viens, la Corse, je ne sais pas, quelques coins comme ça, et on en ferait des paradis. Voilà. Donc, je sais pas. Écoute, là, j'ai dit ça sur le ton de la plaisanterie, parce qu'évidemment, on peut pas diviser le pays de cette façon. Mais peut-être qu'un jour, tu sais, ça arrivera. Le fossé est tellement en train de se creuser entre eux et nous qu'il faudrait un jour les laisser avec leurs immigrés et leurs idées complètement tarées. Et puis nous, faire nos trucs de notre côté, quoi. Tu disais, on peut plus parler. C'était particulièrement visible pendant les élections législatives de cet été, où vraiment il y avait 2 France qui s'affrontaient. Et tout à l'heure, tu as dit, il me semble, tu as eu un mot sur Paris pour dire Paris, malheureusement, ce sera là-bas que ça se passera, etc. Et le contraste entre Paris et le reste de la France, qui s'est vu pendant les élections législatives, où il y avait tout un milieu qui ne voulait pas comprendre pourquoi des millions de Français votaient pour le RN. Comment tu les as vécues, toi, ces élections législatives? J'ai l'impression que tu t'es senti particulièrement concerné, que tu étais plus en avant et que tu avais envie d'être investi davantage peut-être, mais je me trompe, que lors de l'élection présidentielle de 2022. Oui, parce qu'il y avait une véritable chance de gagner. Il faut pousser à ces moments-là. Je ne pense pas que la politique puisse tout faire. On en a parlé juste avant. Je pense que la politique, c'est la face émergée de l'iceberg. Et en fait, c'est les petites mains qui sont dans les fourneaux derrière qui agissent en France. Mais il faut pousser, voilà, parce que c'est toujours des victoires. Et puis, par provocation, rien que pour embêter les gauchistes, quand on voyait les larmes des gauchistes suite à
aux résultats aux européennes et puis aux résultats du premier tour des élections législatives, c'était bien. Il faut prendre toutes les victoires, fussent-elles les petites et dérisoires. Il faut les prendre. Nous en avons besoin, ne serait-ce que pour même le mental, en fait. Si on gagne, même si le Rassemblement national n'est pas parfait, et j'en sais quelque chose puisque j'en viens, le fait de gagner, ça envoie des signaux positifs pour nous. Et ne serait-ce que pour notre bien-être mental et intellectuel, c'est agréable parce qu'après on peut aller plus loin. Ensuite, on peut ouvrir d'autres portes. Tandis que si on se sent dans l'échec et la défaite, on est dans une sinistrose et à la fin, on a envie que plus que d'une chose, c'est de quitter le pays. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai poussé au maximum parce qu'il faut que nous puissions obtenir toutes ces victoires. Mais oui, tu me parlais de Paris. Moi, je travaille sur ces sujets en ce moment. Je travaille beaucoup sur l'histoire de France pour un livre que je suis en train d'écrire. Et évidemment, c'est connu aujourd'hui, on le connaît depuis Alain Peyrefitte, le mal français, c'est la centralisation, c'est le parisianisme, c'est ce qui a détruit le pays, c'est ce qui continue de le détruire, et c'est la raison pour laquelle moi je suis pour une décentralisation totale, je suis pour le retour aux provinces, je suis pour la séparation d'avec un Paris tout-puissant qui nous impose plein d'idéologies, plein de valeurs, plein de façons de faire, plein de normes, d'ordres, de décrets, et une politique même générale qui ne correspond pas au pays. D'ailleurs, les souverainistes passent leur temps à râler contre Bruxelles qui nous imposerait prétendument plein de choses. Mais en fait, avant d'aller râler contre Bruxelles qui nous impose des choses, il faudrait peut-être commencer par râler contre Paris, qui est la première structure envahissante qui impose au pays plein de choses dont il ne veut pas et qui détruisent en plus le pays. Donc oui, il y a une séparation entre Paris et le reste de la nation, mais le problème, c'est que cette séparation existe depuis fort longtemps. C'est pas nouveau. Et c'est sans doute ce qui a anémié la nation, c'est ce qui détruit la France depuis des siècles. Des siècles. Ce problème-là était déjà dénoncé au XVIIIe siècle. Via la centralisation française et ce qui a fait la France d'une certaine manière, mais c'est surtout ce qui l'a défait en profondeur. C'est pour ça que tu es parti Que je suis parti. de Paris? De Paris, non. Moi, j'étais à Paris pour la politique et puis parce que c'est intéressant pour un jeune d'aller y faire un tour, mais je ne suis pas fait pour vivre à Paris. Moi, j'ai besoin de ma campagne, j'ai besoin d'être en province. Mais j'ai besoin surtout qu'on nous laisse tranquille en province et qu'on puisse s'organiser comme nous le souhaitons. Parce que si tu demandes à un village, à une petite communauté, une petite collectivité, si vraiment elle veut, par exemple, recevoir des clandestins, des immigrés, des réfugiés, comme on les appelle, les gens, au quotidien, ils n'en veulent pas, en fait. Tout ça est imposé par Paris. Avant même, je te dis, l'Union européenne et les structures mondiales dans lesquelles la France est. Nous devons d'abord changer la façon dont nous nous sommes organisés en France, parce que cette façon-là nous détruit, nous tue. Et après, une fois que nous l'aurons fait, nous pourrons ensuite aller au sein de toutes ces structures pour modifier ce que nous avons besoin de changer. Voilà. Il y a une offre dont il faut absolument que je vous parle. Si vous avez moins de 26 ans et que la politique et les grands débats de société vous passionnent, nous avons une annonce alléchante à vous faire. Valeurs Actuelles souhaite rendre accessible l'accès à sa formule premium aux jeunes héritiers de notre pays. Nous vous proposons une offre annuelle de 29,90 € par an seulement pour avoir accès à l'intégralité de nos articles sur notre site internet. Et si vous préférez payer en plusieurs fois, c'est possible avec une alternative mensuelle. Toutes les infos sont en description. Vous le savez, notre travail est totalement gratuit et le meilleur moyen de nous aider est de s'abonner en cliquant juste ici. Mais si vous souhaitez nous soutenir davantage, il existe un moyen de le faire avec des dons mensuels en cliquant sur l'offre rejoindre. Je vous laisse choisir l'option qui correspond le mieux à votre budget, c'est pas la peine de se ruiner, surtout pour les plus jeunes d'entre vous. Surtout, n'hésitez pas, on peut reprendre. Alors j'ai dit en introduction qu'on allait parler d'écologie. Ouais. D'abord parce que tu es assez investi sur le sujet, mais aussi parce que le Raptor a publié une vidéo intitulée « Réchauffement climatique, décryptage d'une arnaque mondiale ». Alors tout est dans le titre. Pas besoin je pense, de résumer la vidéo qui dure 1 heure. Allez la voir pour vous faire votre avis. Elle dure 1h15, je crois. Avant de revenir sur les réactions et d'un certain malaise que ça a créé à droite, je voulais savoir ce que toi, t'en avais pensé. Alors moi, si tu veux, j'ai pris du temps parce que tout de suite, j'ai reçu plein de messages de gens qui m'ont dit il faudrait y faire une réponse, c'est pas possible. À droite, on peut pas avoir ce visage d'un climato-scepticisme qui ne nous aide pas parce qu'en fait, il participe d'une image qui est, encore une fois, peu rationnelle,
peu accepté par la communauté scientifique et qui est l'équivalent droitier de ce qu'est le wokisme à gauche. Tu sais, je dis souvent que le complotisme, le conspirationnisme est à la droite, ce que le wokisme est à gauche, c'est-à-dire une vision simpliste du monde, dans lequel, évidemment, il y a un pouvoir dominant qui impose des choses systématiquement, avec un systématisme qui détruit les peuples qui sont au fond d'eux gentils. Et toute la narration autour du climat à droite et du problème du réchauffement climatique est, à mon avis, stupide et j'ai envie de dire à mon camp qu'il fait fausse route. Voilà. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit bon, allez, encore une fois, on va partir là-dedans, alors que ce sujet est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut croire. Mais dans un premier temps, je te dirais que c'est logique en fait que la droite, instinctivement, le Raptor et d'autres, n'aient pas envie de croire au réchauffement climatique d'origine anthropique, c'est-à-dire d'origine humaine, et aient envie de rejeter un peu tout ça. C'est logique, parce que quand on est sain d'esprit, si tu veux, et qu'on voit comment ce sujet est manipulé et utilisé par les gauchistes, il est très clair qu'on a envie, on a une tendance, une inclination au fond de nous qui nous pousse à penser que tout cela est finalement une arnaque et est faux. J'ai été comme ça pendant des années. Pendant des années, j'ai pensé ça. Je n'avais pas envie de croire au réchauffement climatique pour plein de raisons, parce que ça n'entrait pas dans mon agenda politique, parce que on voit bien aujourd'hui qu'il y a deux périls et qu'il faut choisir son péril. C'est soit on parle de grand remplacement, soit on parle de grand réchauffement. En gros, il y a le camp de la gauche qui parle de grand réchauffement et le camp de la droite qui parle de grand remplacement. Et on serait incapable de penser les deux de concert. Il faut soit qu'on soit dans un camp, soit qu'on soit dans l'autre. En plus, au quotidien, comme je te disais, il y a des gens insupportables qui utilisent ce sujet ce thème-là pour imposer leur propre agenda politique. Ce sont des gens qui sont très souvent arrogants. Il y a une classe scientifique qui reste comme ça sur son piédestal intellectuel et qui nous impose ce que l'on devrait penser sur ce sujet. J'écoutais dernièrement Jean Covici qui disait que ça ne servait plus à rien de parler aux gens qui ne croyaient pas à l'origine anthropique du réchauffement climatique. Ça ne sert plus à rien de leur parler parce que c'est tellement irrationnel et tellement fou que ce sont des gens qui veulent penser de cette façon. Donc inutile d'avoir quelconque discussion avec eux. C'est un mépris total et une arrogance folle qui est difficilement acceptable et qui fait écho au mépris que nous ressentons quand nous entendons des hommes politiques dire il ne faut pas parler au Rassemblement national, pas parler au peuple édenté justement et idiot qui vote pour les partis extrémistes. Tout ça fait écho, si tu veux, tu vois, ça nous rappelle ça. Donc on a une classe arrogante qui parle de réchauffement climatique. On a des gens en plus de plus en plus dingues à gauche qui en font carrément une religion millénariste, avec une sorte de fin du monde qui va arriver par ce réchauffement global, qui va entraîner la fin de la civilisation, surtout occidentale, et qui utilise en fait cette religion millénariste dingue pour condamner la civilisation occidentale, riche, industrielle, qui détruit le monde et qui va s'auto-détruire à cause de ces péchés-là, avec du coup une demande de repentance de notre part, parce que voilà, on aurait exploité la planète et maintenant nous allons le payer. Il y a clairement des dingos qui sont dans cette logique millénariste, et quand on est sain d'esprit, on a envie de les rejeter. D'autant qu'en plus, ces gens-là disent qu'il ne faut plus faire d'enfants et tout. C'est une secte, très clairement. Ce que dénonce d'ailleurs le Raptor en partie dans sa vidéo. Mais... Bien sûr. Donc tous ces gens-là existent. Et il y a aussi une hypocrisie de leur part. Parce que quand on regarde les choses avec un peu de démagogie, on peut se dire, voilà, il y a des gens qui nous disent qu'il va falloir serrer la ceinture et entrer dans une sobriété. Alors qu'eux, ils prennent l'avion, ils continuent de vivre comme avant. Et on a l'impression que finalement, c'est un discours de riches pour imposer aux pauvres de nouveaux confinements, tandis qu'eux continueraient à vivre à l'ancienne. Donc, si tu prends tous ces éléments-là, il y a un truc qui sent mauvais, tu vois, c'est le red flag, tu vois, il y a quelque chose qui instinctivement te fait dire, quand tu es sain d'esprit et que tu as un peu des valeurs de droite, que tout ça sent mauvais, et donc le support narratif sur lequel tout ceci est construit, à savoir le réchauffement climatique, doit forcément être quelque chose de faux, doit forcément être un scam. En tout cas, on a envie que ce le soit, parce que quand on voit ce que ça produit chez ces gens-là, avec ces gens-là, et ce que ces gens-là en font, on n'a pas envie d'y croire. Donc, ce qui se passe quand tu as ce genre d'inclination, c'est que dès que tu tombes sur un auteur qui va rationaliser ta tendance principale, qui est, encore une fois, de ne pas avoir envie de croire en tout ça, et ben tout de suite, tu vas penser que c'est la vérité. Et à mon avis, c'est ce qui est arrivé au Raptor, puisqu'il a lu le livre de Kounin. Exactement. Voilà, il a lu le livre et lui, il a synthétisé tous les arguments de Kounin. Sauf que les arguments de Kounin, en réalité, ont été débunkés depuis très longtemps. La communauté scientifique est très largement
mais plus que largement, le consensus est vraiment général sur le réchauffement climatique d'origine anthropique. Et je vais t'en parler juste après. Et donc, en fait, il y a eu chez Raptor l'effet Dunning-Kruger, tu sais, la courbe, je ne sais pas si tu connais. En gros, dès que tu t'intéresses à un sujet, que tu lis un livre sur un sujet, tu as l'impression de tout connaître, et donc d'un coup, tu en parles énormément. Puis dès que tu t'intéresses davantage au sujet, tu te rends compte que les choses sont plus complexes et tu en parles un peu moins. Donc, je pense que voilà, le Raptor est tombé dans un piège dans lequel moi-même j'étais tombé pendant des années. Donc, c'est pour ça que je ne lui jette pas la pierre. Pendant des années, moi, je répétais à tout le monde, mais non, le réchauffement climatique... il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Il n'est pas vrai qu'il soit totalement d'origine humaine et que nous puissions y faire quoi que ce soit. Et vas-y que je citais Gervais, et vas-y que je citais l'ancien ministre Claude Allègre, tout ça, parce que je les avais lus, je les avais entendus en vidéo, et leur discours me suffisait parce que j'avais envie que leur discours soit vrai, tu vois. Et le Raptor Lee Koonin, je sais pas comment on prononce, Koonin, qui est un ancien employé de BP, donc qui est un lobbyiste en gros de l'industrie pétrolière. Mais ça lui suffit parce qu'il a envie que ce que dit Koonin soit vrai. Et ça suffit, si tu veux. On cherche après seulement des biais de confirmation. Et Koonin a été un biais de confirmation pour le Raptor. Sauf que, si tu veux, si tu lis un bouquin qui t'explique que le sucre n'est pas du tout dangereux pour la santé et qu'il n'a strictement rien à voir à l'épidémie d'obésité et de diabète qui existe dans les sociétés occidentales, si tu lis un tel livre et que tu te rends compte qu'il a été écrit par le patron d'Haribo, tu peux quand même te poser des questions et te dire c'est quand même qu'il y a un problème. Et il faut savoir que les entreprises pétrolières qui sont extrêmement puissantes, toutes les entreprises d'ailleurs de production énergétique en fait, gaz, pétrole, ce sont celles qui dirigent véritablement le monde. Je veux dire, JP Morgan est hébergé dans le building d'Exxon et pas l'inverse, d'accord ? Et ça, c'est un sujet qui m'a absolument passionné en lisant notamment l'immense histoire du pétrole de Mathieu Ozano. C'est un sujet qui a changé ma façon de voir les choses parce qu'on croit souvent à droite que c'est le milieu de la finance qui dirige le monde, tu sais, la banque, la grande banque, alors qu'en fait, je vais être un peu grossier, le milieu de la grande banque est la pute du monde et du secteur énergétique. C'est vraiment le secteur énergétique qui remet l'argent dans le pot de la finance très régulièrement. C'est le secteur énergétique qui dirige en Russie avec Gazprom. Jamais Poutine n'aurait pu prendre la Russie s'il n'avait pas mis la main sur Gazprom. L'Arabie Saoudite injecte la plupart de l'argent récolté dans l'économie américaine. Il n'y aurait plus de finances américaines s'il n'y avait pas l'argent des Saoudiens. Bref, je vous invite à lire ce livre qui est absolument fascinant. Vous apercevez que c'est le pétrole et toutes les entreprises extractrices, comme on dit, qui dirigent vraiment le monde. Et d'ailleurs, elles ont dépensé, je crois, plus de 300 millions de dollars ces 10 dernières années en lobbying au sein de l'Union européenne. Donc il faut déjà arrêter de croire qu'il y aurait les élites mondiales qui seraient pour la transition énergétique et pour qui parleraient de réchauffement climatique et pour soutirer de l'argent, imposer quoi que ce soit au petit peuple, alors que les véritables puissants qui dirigent le monde, comme je te dis, c'est plutôt les entreprises extractrices, celles qui sont toujours financées par les banques, celles qui reçoivent énormément de subventions, c'est plus de 23 milliards par an de dollars qu'elles reçoivent aux États-Unis. Et donc, en fait, les vrais puissants, ils sont de ce côté. Et il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que beaucoup de lobbies de ces entreprises pétrolières financent aussi des partis politiques, et notamment les républicains aux États-Unis. À droite, je veux dire, allez, moi je suis pour Trump, je suis pour les républicains, mais il faut avoir l'honnêteté, si on veut être honnête et sincère, de reconnaître qu'il y a énormément de lobbyistes, énormément d'argent de ces entreprises qui financent la droite. On se rappelle des liens de la famille Bush avec les Saoudiens, par exemple, qui étaient extrêmement tenus. Donc voilà, il y a tout un climat à droite qui nous pousse à nier le réchauffement climatique d'origine anthropique et de le relativiser, alors qu'en fait, il existe ce réchauffement climatique, il est dangereux. Réchauffement climatique. Je ne suis pas un spécialiste, moi, des questions. C'est pour ça que je n'ai pas envie de faire le scientifique, si tu veux. Il y en a tellement qui expliqueront ça mieux que moi. Mais pour le faire très rapidement, déjà, d'un point de vue physique, je crois que le Raptor a fait des études d'ingénieur ou je ne sais pas quoi, donc il doit connaître un petit peu la physique. Déjà, si tu veux, sur le principe même, par rapport à la deuxième loi de la thermodynamique, tu sais, celle de l'entropie, il n'est pas possible d'utiliser autant d'énergie, de dissiper autant d'énergie, comme on fait depuis 50 ans, 60 ans, un siècle, sans que ça ait des conséquences très graves sur l'environnement. C'est la logique même de la physique. On a brûlé plus de 150 millions de réserves de carburant fossile en moins de 50 ans.
Donc ça ne peut créer que de l'entropie et ça ne peut créer qu'une incidence grave sur notre environnement immédiat. C'est impossible d'utiliser autant d'énergie sans dégrader notre environnement, si tu veux. D'un point de vue logique, on ne peut pas le contester. Bon, point de vue physique. Et après, ce qu'il faut comprendre avec le réchauffement climatique, c'est que ceux qui le nient disent que oui, il y a toujours eu des variations, des fluctuations météorologiques et climatiques au sein de l'histoire. Et par conséquent, là, nous sommes dans un moment de réchauffement global. Donc, l'impact des gaz à effet de serre et l'impact humain est finalement assez dérisoire. Il n'a pas une incidence si grave. Sauf que, bien sûr que si. Je lisais dernièrement que la plus grande fluctuation climatique a eu lieu lors du passage du Paléocène, Éocène ou quelque chose comme ça. Il a été de l'ordre de 5 degrés en 20 000 ans. Et en fait, ce qui est mis en cause dans le réchauffement climatique, c'est pas que le climat change, c'est qu'il change aussi rapidement. Là, en 100 ans, nous sommes déjà passés à 1,5 degré. Donc, je ne sais pas si vous réalisez, vous avez 20 000 ans, 5 degrés. C'est ce qui a été le plus gros changement sur le long terme, parce qu'il y avait parfois des changements épisodiques à cause d'un volcan ou quelque chose comme ça, mais sur le long terme, c'est 5 degrés en 20 000 ans. Et nous, en 100 ans, on a 1,5 degré. Et d'après les prévisions du GIEC, on pourrait approcher les 3 degrés en 2100, et on se rapproche dangereusement des 2 degrés. Et ce qu'il faut bien comprendre par rapport à ça, c'est qu'il y a plein de gens qui disent « oui, mais finalement, 2 degrés, on s'en fout, il fera plus chaud, tant mieux ». Sauf que l'inconnu chez les scientifiques, c'est comment est-ce que le climat va réagir, parce qu'il peut y avoir des effets de ce qu'on appelle des boucles de rétroaction positives. Donc en gros, si on atteint les 2 degrés, eh bien, ce qui peut se passer, c'est que le permafrost peut fondre, ce qui va libérer encore davantage de méthane, ce qui va réchauffer encore davantage la planète. Vous avez plus de feux de forêt, évidemment, on le voit notamment au Canada, ça devient de plus en plus grave. Les forêts sont en grave danger. J'ai eu au téléphone la semaine dernière un ingénieur dans les forêts françaises qui était scandalisé par la vidéo du Raptor, qui m'a expliqué que le taux de mortalité des forêts françaises était très très grave aujourd'hui à cause de ce changement climatique trop rapide, parce que les forêts n'ont pas le temps de s'adapter. Il suffit de parler à des paysans dans les Landes, les paysans en Ardèche. Eux, t'inquiète pas qu'ils ont conscience de la variabilité folle en ce moment du climat liée à ce réchauffement climatique, ce qui les empêche de pouvoir se projeter sur du court et moyen terme. Donc, il y a plus en plus de feux de forêt, ce qui ensuite réchauffe la planète aussi. Il y a de moins en moins d'espaces enneigés, ce qui réchauffe aussi la planète. Donc, en fait, ce qui inquiète les scientifiques, c'est que le climat puisse s'emballer suite à une température qui atteindrait les 2 degrés supplémentaires. Donc, on ne sait pas. Il ne s'agit pas de dire le GIEC a raison sur tout, le GIEC est parole d'évangile et forcément il a raison sur toutes ses prévisions. Il s'est trompé, le GIEC, et il se trompera encore. Simplement, il y a un risque. Et moi, j'ai l'esprit paysan. Moi, je viens d'Ardèche. Donc, quand on me dit qu'il y a un risque d'emballement total du climat pour les 50 ou 100 prochaines années, j'écoute et je me dis qu'il est peut-être mieux de prévoir, d'accord ? La politique, c'est prévenir. Il vaut mieux prévenir que guérir, comme dit le slogan populaire. Donc, il faut écouter cela. Alors, là, je te parle du réchauffement climatique, des effets qui sont à craindre et évidemment de l'impact logique et incontestable des activités humaines. Je te dis, on ne brûle pas 150 millions de combustibles fossiles en moins de 50 ans sans aucune trace. C'est absolument impossible. Sans parler de la pollution aux particules fines et à tout le reste que cela produit, parce que ce n'est pas que les gaz à effet de serre. Le danger, c'est la pollution qui fait baisser le QI des enfants, qui crée énormément de cancers, de maladies. Enfin, je veux dire, l'implication du carbone dans nos vies est très, très dangereux. Mais à la limite, je te dis, les gens qui veulent s'intéresser à ces sujets peuvent aller voir les scientifiques qui en parlent. Il y a énormément de vidéos qui sont faites sur YouTube. Il y a des travaux très clairs sur ces sujets. Et le consensus scientifique est général. Et consensus scientifique, d'ailleurs, qu'il ne faut pas confondre avec ce qui est dit sur le Covid. Parce que très souvent, ces gens qui mettent en cause le réchauffement climatique et la narration autour disent « mais regardez un peu comme les élites mondiales nous l'ont mise là où je pense avec le Covid et avec les confinements ». Mais en fait, c'est absolument incomparable. Tous les travaux sur le réchauffement climatique ont plus de 40 ans aujourd'hui. Donc il y a 40 ans de consensus. Évidemment, il y a toujours des gens qui pensent un peu différemment, mais encore une fois, le consensus général dit qu'il y a un réchauffement climatique d'origine anthropique. Le Covid, c'était autre chose. Il n'y a pas de consensus sur le Covid. Les décisions ont dû être prises en toute urgence, des décisions très souvent débiles, sur les vaccins obligatoires, sur le confinement, etc.
Mais il n'est pas vrai de dire qu'il y a eu un consensus global et mondial. Parce que sur le réchauffement climatique, c'est aussi un argument, il y a un consensus qui est mondial. Parce qu'il y a plein de pays qui pourraient, comme la Chine, ou d'ailleurs on va parler de la Chine après, qui pourraient dire non, nous on ne croit pas à cette communauté scientifique occidentale, enfin occidentalo-centrée, et qui est tenue par les grands méchants qui dirigent le monde, etc. Et comme par hasard, il n'y a aucun pays qui globalement et majoritairement dénonce le réchauffement climatique, la thèse du réchauffement climatique d'origine anthropique. Bon. Mais Antoine, c'est pas de ça dont j'aimerais te parler, parce que je te dis, il y a des scientifiques qui en parlent mieux que moi. Moi, je n'en suis pas un scientifique. Bon, je n'en suis pas un. En revanche, je suis un politique. En tout cas, je pense aux intérêts stratégiques de mon pays et surtout de l'Europe, de ma civilisation. Et c'est par ce biais-là que j'ai envie de dire à mon camp qu'il se plante sur le sujet du réchauffement climatique, de cette narration et de la transition énergétique. Parce que la réalité, c'est que nous avons tout intérêt à la transition énergétique. Pourquoi ? Eh bien, pour deux raisons. Alors, une simple et une autre un petit peu plus compliquée. La première raison, c'est que le pétrole, qui est l'énergie sur laquelle est bâtie toute notre société industrielle et riche, en fait, et le capitalisme même. Ce pétrole-là, nous n'en avons pas en Europe, nous n'en avons plus. Les dernières années de croissance que nous avons connues depuis les années 70 étaient liées au puits de pétrole de la mer du Nord, c'est en Norvège, en Écosse, qui a dépassé son pic depuis 2000 et qui est en constante dégradation depuis maintenant plus de 20 ans. Donc l'Europe n'a presque plus de pétrole. Il y en avait à l'époque un petit peu en Roumanie, il en reste encore un peu, mais je te dis, dans les pays du Nord, il n'y en a quasiment plus. La Norvège en a encore un petit peu, mais presque plus. Nous n'avons plus ce pétrole miracle, et celui-ci va se renchérir partout dans le monde. Pour te donner un exemple, un chiffre qui est parlant, à l'époque, il fallait 2 ou 3 barils de pétrole pour en produire 100 dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes aux alentours de 10-15. Le pétrole bitumineux ou le pétrole de schiste, le pétrole bitumineux, il en faut 2 ou 3 pour en produire 10. Donc partout dans le monde, ce pétrole va se renchérir. Et le pic du pétrolier conventionnel, le pic du pétrole conventionnel a été atteint en 2008. D'ailleurs, il n'a pas été étranger à la crise économique de 2008, pour ceux qui s'intéressent à la question. Alors, ne vous laissez pas avoir par les bonimenteurs qui vous expliquent que le pic pétrolier n'existe pas. J'ai vu une vidéo de quelqu'un que je n'ai même pas envie de citer dernièrement qui expliquait que non, le pic pétrolier n'avait pas eu lieu et que le pétrole était abondant. Et puis il y a des nouvelles thèses complotistes qui débarquent, notamment celle du pétrole abiotique, qui est l'idée que le pétrole se régénérerait de lui-même au sein de la planète, tu sais, un truc qui est totalement débunké par tous les scientifiques. Mais les complotistes sur Internet maintenant racontent ça, que non, on ne sera jamais à court de pétrole parce que la planète le produit d'elle-même. Ce qui est absolument faux. Donc, le pétrole conventionnel a déjà dépassé son pic. Nous sommes aujourd'hui obligés de passer par le schiste et passer par le bitumineux pour maintenir la production mondiale, sachant que la demande continue d'exploser. Donc, à terme, le pétrole coûtera très cher, sera de plus en plus rare. Les pays qui le produisent se le réserveront pour eux-mêmes. Et donc, nous, Européens qui n'en avons pas, avons tout intérêt à faire notre transition énergétique si nous ne voulons pas être en slip dans les années à venir. Et vous avez un autre pays, par exemple, qui fait comme ça, c'est la Chine. La Chine n'a pas de pétrole non plus. Et aujourd'hui, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée beaucoup de fameuses usines à charbon pour produire son électricité. Mais tous ceux qui dénoncent, et je crois que le Raptor dit ça dans sa vidéo, tout le monde dit, regardez, la Chine fait des usines à charbon, donc elle en a rien à faire de tout ce qu'on raconte sur le réchauffement climatique, ce qui est absolument faux. Le pays qui est en train d'accélérer le plus rapidement sur sa transition énergétique, c'est la Chine. La Chine est en train de s'électrifier totalement. Et elle doit le faire aujourd'hui avec les usines à charbon qui produisent de l'électricité, en attendant d'avoir un parc nucléaire qui soit partout sur le territoire chinois. Et la Chine se nucléarise à un niveau qu'on n'a jamais vu. Elle se nucléarise à un niveau plus rapide que les États-Unis dans les années 70, qui, après les chocs pétroliers, se sont aussi nucléarisés énormément pour la production d'électricité. Donc en fait, la Chine est en transition. Elle utilise effectivement beaucoup de charbon aujourd'hui, mais elle souhaite bien, et elle a un discours qui est très clair sur le réchauffement climatique, qui n'est pas du tout délirant, elle souhaite bien justement passer au tout nucléaire et passer à une électrification qui soit quasiment totale. Elle ne sera jamais totale, évidemment, on aura toujours besoin d'un peu de pétrole, mais quasiment, en tout cas, tout à fait majoritaire dans les 50 années à venir.
Donc, c'est faux de dire, regardez, la Chine n'en a rien à foutre du réchauffement climatique parce qu'elle utilise des usines à charbon. Non, l'usine est en train de créer des centrales nucléaires de partout sur son territoire et elle sera passée à l'électricité et à la transition énergétique bien avant nous, au rythme où ça va. Et pareil, tu vois, prends l'exemple des Norvégiens. Les Norvégiens, ils sont très indépendants, ils ne sont pas rentrés dans l'Union européenne. Les Norvégiens, crois-moi, ils sont capables de dire non à tout. Et les Norvégiens, en plus, ont du pétrole. Sont ceux qui, en Europe et dans le monde, ont encore justement bénéficient de pétrole. Donc les Norvégiens ont du pétrole, et en plus, s'il y avait un réchauffement climatique extrêmement dangereux, étant dans l'hémisphère nord-nord-nord, c'est eux qui en pâtiraient le moins, les Norvégiens, d'accord ? Donc les Norvégiens, normalement, à moins de penser qu'ils aient été maraboutés par quelques écologistes complètement dingues, les Norvégiens devraient en avoir rien à foutre de la transition énergétique et de l'électrification totale du pays. Et pourtant, la Norvège est en pointe pour ce qui est du passage aux véhicules électriques. 80% des véhicules électriques qui ont été vendus en Norvège l'année dernière étaient des véhicules électriques. Donc, comment un climato-sceptique peut m'expliquer ça ? Des Norvégiens qui ont du pétrole, qui eux ne seront pas trop impactés par le réchauffement climatique, passent pourtant à l'électrique et veulent se passer du pétrole. Comment vous expliquez ça ? Tout simplement parce qu'eux ont conscience, comme tous les pays du monde, comme tous les gens qui travaillent sur ces sujets, ont conscience que le pétrole est une denrée qui sera de plus en plus rare, de plus en plus chère, même si eux en disposent, et qu'il est dans leur intérêt stratégique et économique, je t'en parle même pas, parce que si notre industrie sera absolument foutue si on la base exclusivement sur des énergies carbone, alors que nous n'en avons pas. Bon. Donc, l'intérêt des Européens, stratégiquement, économiquement, énergétiquement, c'est de pousser au maximum à la transition énergétique, et c'est là que le discours sur le réchauffement climatique est utile. Et tu sais, parfois, une narration peut être utile pour le bien général et aussi pour des intérêts particuliers. Je sortais l'exemple la dernière fois à un pote qui adore le Moyen-Âge. Je lui disais, quand les... Qui est dans le Moyen-Âge qui adore le Moyen-Âge. Un pote qui adore le Moyen-Âge. Je lui citais l'exemple de l'Église lorsqu'elle a imposé la paix de Dieu aux chevaliers qui passaient leur temps à se massacrer entre eux au 9e, 10e siècle. C'était une barbarie totale. Ils passaient leur temps à se foutre sur la gueule. Et l'Église a pu mettre un terme à cette saignée parce qu'elle a imposé la paix de Dieu, c'est-à-dire l'interdiction de se battre les jours fériés, les dimanches et plein de jours comme ça dans l'année. Ce qui a permis aux chevaliers de moins se tuer entre eux, ce qui a donné in fine aux seigneurs bien plus de chevaliers à appeler lors de leur banc. Et il n'y aurait pas eu les croisades, par exemple, après, au XIe siècle, s'il n'y avait pas eu cette paix de Dieu imposée au 9e, 10e siècle, je crois, par l'Église. Donc tu vois, tu as un discours qui agit pour le bien général. Là, il ne faut pas se battre parce que c'est pas bien vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la morale, vis-à-vis de la religion. Et ce discours-là donc sert le bien et la morale, et il sert, in fine, les seigneurs, qui ont plus de chevaliers à leur disposition pour ensuite faire leur guerre, voilà. Eh bien, c'est pareil, l'écologie. Le discours sur le réchauffement climatique est un discours sur le bien, sur la planète, sur ce que nous voulons dans le monde de demain, ce que nous voulons une société totalement polluée, qui soit irrespirable, dans un monde qui aurait augmenté en température et qui serait irrespirable. Ou est-ce que nous voulons un monde plus vert, plus sain ? Bon, donc c'est un discours général sur le bien, c'est un discours de l'ordre du religieux, de la morale. Et puis ce discours-là, il se trouve qu'il sert nos intérêts stratégiques et politiques, il sert les intérêts de nos seigneurs, à savoir de nous, de nos nations. Donc, c'est très bien de parler du réchauffement climatique, d'accord ? Non seulement il est réel, comme je te disais, il est scientifiquement totalement prouvé par l'ensemble de la communauté scientifique, et en plus, c'est notre intérêt à nous, Européens. Les Américains disposent de beaucoup de schiste encore, de beaucoup de pétrole de schiste. Les Russes disposent encore de beaucoup de pétrole. Et effectivement, le pétrole de schiste sibérien va pouvoir ralentir le pic de la production pétrolière et même le tarissement du pétrole qui est prévu pour 2040-2050. Hein. Donc, ce n'est pas non plus dans 3 siècles. Hein. Ça peut le ralentir encore de 10 ans, d'après ce que disent les experts. Donc, eux, pour le moment, pour des intérêts économiques immédiats, ils n'ont pas intérêt, effectivement, à dire non, il faut faire la transition énergétique. Et d'ailleurs, comme par hasard, en Allemagne, tu sais, il y avait eu des scandales parce que Gazprom, les Russes, avaient payé les Verts pour pousser un discours antinucléaire. Bien sûr. Voilà, c'est sorti. Oui. Donc, les entreprises, encore une fois, extractrices d'énergie fossile, gaz, pétrole, ne veulent pas qu'on s'électrise, qu'on s'électrifie, et qu'on s'électrise aussi, d'ailleurs, ça va être mon deuxième point, qu'on s'électrifie, qu'on passe à la transition. Ce n'est pas à leur intérêt.
Voilà. Donc, mais nous, Européens, si nous ne le faisons pas, si nous continuons à dire tout va bien, Madame la Marquise, il n'y a aucun problème avec le réchauffement climatique et on continue avec toutes les énergies fossiles, eh ben alors, je te dis pour mes enfants, pour tes enfants, l'industrie européenne sera réduite à rien, quoi, parce que l'industrie, elle est basée sur l'énergie. Bon. Donc ça, c'est le premier point. Voilà pourquoi il est intéressant pour nous de parler de ça. Et c'est très intéressant pour le capitalisme lui-même. Et je te prends juste un exemple au départ, avant de parler de ça. Regarde le plan de relance de la croissance européenne de Matteo Renzi, tu sais, qui est sorti il y a 3 semaines. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. J'ai pas eu le temps de me plonger dedans. Mais... Matteo Renzi, c'est pas un communiste, c'est pas un décroissantiste, je crois pas. On l'a même accusé d'être ultra-libéral, d'être pro-business, etc. Et il avait fait un rapport sur la croissance européenne, sur l'économie européenne, qui va très mal, qui va de plus en plus mal. Et il appelle à un véritable sursaut, si tu veux. Un véritable sursaut, il veut moins de normes, plus libérer l'économie, etc. Et au milieu de ce discours très libéral, donc pro-business, il parle de la transition énergétique et il demande à ce qu'il y ait plus de 800 milliards, je crois, d'investissements dans la transition énergétique. Alors, comment est-ce que là, les climato-sceptiques m'expliquent ça? Comment est-ce qu'ils m'expliquent que vous avez quelqu'un qui est pro-business, vraiment, qui est pro-capitalisme, qui est pas du tout un communiste mental, tu vois? C'est pas du tout un socialiste. C'est un type qui est pro-business, qui veut que l'économie européenne soit florissante. Et il parle de la transition énergétique et il dit qu'il faut investir un maximum dans la transition énergétique. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est bon aussi pour le business. Je te parlais de l'intérêt stratégique sur les années à venir, de faire notre transition énergétique le plus possible, parce que j'ai lu le bouquin de Fressoz sur la transition, et je sais que ce sera compliqué, et qu'on se fait des idées sur la transition énergétique, et que parfois il n'y a que du greenwashing et tout ça, j'ai conscience de ça. Mais il n'en demeure pas moins qu'il faut aller de ce côté-là, sinon nous sommes morts. Si nous ne transitionnons pas énergétiquement, nous sommes morts en Europe. Il faut mettre ça dans la tête de tous les droitards et de ceux qui préfèrent être du côté des énergies fossiles et du tout va bien, Madame la Marquise, il n'y a pas de problème. Donc non seulement c'est bon stratégiquement, mais c'est bon pour le capitalisme lui-même, pour l'économie. Pourquoi? Le capitalisme, comment est-ce qu'il fonctionne? Ils fonctionnent avec des fonds qui ont besoin de bouger en permanence. Ils ont besoin de passer d'un domaine à un autre, et c'est ce qui crée d'ailleurs les bulles, les fameuses bulles dans lesquelles les investissements se font et créent ensuite du dynamisme économique. Le capitalisme, c'est des moments de croissance et de bulles en permanence, c'est là, avec la fameuse destruction créatrice de Schumpeter, où il y a toujours besoin d'avoir des nouveaux secteurs dans lesquels investir, ce qui permet à des nouveaux acteurs économiques de se créer, des nouvelles entreprises de se créer, de faire marcher l'ascenseur social, parce qu'une économie qui ne va pas dans des nouveaux secteurs finit toujours par stagner. Et quand l'économie capitaliste stagne, eh bien du coup, elle régresse forcément. Donc il y a besoin d'avoir toujours de nouveaux secteurs dans lesquels faire bouger l'argent, et faire bouger les énergies même, d'une manière générale. Aujourd'hui, il y a 2 secteurs seulement qui font bouger l'argent et qui font investir. Il y a le numérique et l'intelligence artificielle, dans lesquels des milliards sont investis tous les jours. D'ailleurs, une bulle est en train de se créer autour de ça, parce qu'il me semble que les boîtes d'intelligence artificielle ne rapportent qu'$1 sur 10 ou 100 $ investis. Donc pour le moment, l'IA ne rapporte pas. Mais on se dit que ça va rapporter énormément dans les années à venir grâce au développement de l'IA, etc. Donc les banques, les investisseurs, les gens qui ont des capitaux, qui ont de l'épargne, mettent de l'argent dans cela, les groupes d'investissement, et ça fait bouger l'économie. Il y a des nouvelles boîtes qui se créent dans le numérique, il y a des ingénieurs qui sont formés sur ces questions et tout ça. Ça fait bouger l'économie, donc c'est bon pour l'économie mondiale. Les Américains vont à fond sur ce côté-là. Bon, nous, Européens, on est un peu en retard. Mais pourtant, on doit le faire. C'est clairement un secteur que nous devons investir. Et il y en a un deuxième, il y a un deuxième secteur qui permet de faire bouger l'économie, c'est la transition énergétique. Parce que la transition énergétique, c'est potentiellement des centaines de milliers dans le monde, des dizaines de milliers en Europe, même en France, ne serait-ce qu'en France, d'ingénieurs qui doivent être formés. C'est des nouvelles entreprises, c'est une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'industrialiser. Il y a tous les rapports de M. Wetz, par exemple, des livres de Wetz qui sont extrêmement intéressants, qui est sur bifurcation avec un S, qui explique que, et c'est très clair, on le constate aujourd'hui, que la réindustrialisation de l'Europe se fera par l'écologie. L'écologie est une chance pour nous. La transition énergétique est une chance pour nous pour réindustrialiser le pays. Pourquoi? Parce que ça pousse au localisme, ça pousse à créer un tissu de PME qui soit justement beaucoup plus proche du client et de leurs fournisseurs. Ça pousse, dans cette question de sobriété énergétique, à nous passer de carburants fossiles, donc d'être moins dépendants du monde extérieur.
Désolé, je parle parce que ces sujets Non, mais en m'intéressent. fait, j'avais des questions, mais Non, mais tu vois, déjà je pense à ça. Là, regarde ce qui est en train de se passer entre l'Iran et Israël. Déjà, le cours du baril de pétrole est en train de monter. Imagine que le détroit d'Ormuz, que la guerre s'amplifie au Proche et Moyen-Orient. C'est un nouveau choc pétrolier. Et un nouveau choc pétrolier, avec ce qui se passe déjà en Ukraine, avec les relations Europe-Russie qui ont été arrêtées. S'il devait y avoir un nouveau choc pétrolier à cause du pétrole du Moyen-Orient qui serait arrêté pour des raisons militaires, hein, parce qu'il y aurait un conflit entre Israël et l'Iran, et ce conflit peut arriver à n'importe quel moment. Déjà, il est larvé aujourd'hui, mais ça peut arriver n'importe quand. Mais on est en slip, je le répète, nous, Européens. Notre industrie ne se relèverait pas. Donc c'est pour ça qu'il faut parler du réchauffement climatique et de la transition énergétique tous les matins. Parce qu'à la moindre crise mondiale, et la crise, elle peut arriver. Hein. Et d'ailleurs, moi, en tant que paysan, je te dis, je préfère toujours penser que la crise va arriver. C'est toujours la meilleure façon de l'éviter. Tu vois, il faut être résilient dans la vie. Tu vois, il faut bâtir notre économie, notre société de façon à ce qu'elle soit la plus résiliente possible. Il ne faut pas se demander si la crise va arriver, il faut se demander quand la crise va arriver. Et un jour, il y aura une crise, il peut y avoir une nouvelle pandémie mondiale, il peut y avoir une guerre entre Israël ou l'Iran, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, il peut y avoir une guerre entre la Chine et les États-Unis, j'en sais rien. Il peut y avoir des crises qui peuvent nous couper totalement de nos ressources énergétiques que nous importons aujourd'hui. Et alors là, si nous n'avons plus de pétrole et plus de gaz, je te dis pas, il n'y a plus rien en Europe, il ne se passe plus rien. Bon. Donc c'est pour ça, voilà, je te dis, on a tout intérêt à aller là-dedans, ça fait bouger notre économie, et puis c'est une perspective géniale. Si nous sommes demain dans une société européenne qui pourrait être la première à être devenue entièrement verte, tu vois, à être neutre en carbone, eh bien, je te dis, c'est un localisme. C'est notre indépendance stratégique. C'est du localisme. C'est la fin de l'achat des produits de mauvaise qualité et à bas coût. Parce qu'en gros, ces produits de mauvaise qualité viennent de la Chine pour la plupart du temps. Ils viennent sur des supertankers qui consomment de l'énergie carbone, si tu veux, de l'énergie carbonée. Donc c'est pareil, si on a une taxe carbone qui est plus intelligente et qui est mieux faite, et ça, même les auteurs libéraux en parlent. Hein. Je lis très souvent Jean-Marc Daniel, qui est un libéral, et qui dit qu'il faut une taxe carbone importante parce qu'il faut intégrer au système de coût des marchandises le prix de l'écologie, le prix de l'impact environnemental. C'est très important. Le capitalisme risque de s'effondrer s'il n'intègre pas dans ce système de prix l'impact environnemental. Bon, tous les libéraux, y compris les ultralibéraux, en parlent. Donc c'est pas un truc de communiste, comme les droitards racontent trop facilement. C'est pas un truc de décroissantistes communistes qui veulent finir par vivre dans des maisons en boue et en crottin, si tu veux. C'est pas vrai. Et en plus, on parlait de la gauche et de la droite. Entrer dans un grand projet d'une économie qui aurait fait sa transition énergétique, on aurait plus de nucléaire, qui aurait assaini un certain nombre de plans, c'est un projet qui pourrait rassembler et la gauche et la droite. T'imagines ? Alors qu'on est divisé comme pas possible, c'est un projet qui pourrait plaire aux gauchistes parce que voilà, ce serait soigner la planète, et ce serait un projet qui pourrait plaire à la droite parce que ça servirait nos intérêts. Alors peut-être pas sur le court terme, parce qu'effectivement ça coûte cher sur le court terme, mais sur le moyen long terme, c'est évident. Et c'est surtout... Donc là, c'est génial comme projet. Et moi, c'est ce que j'appelle la biocivilisation dans mon dernier livre, parce que je parle de ce sujet-là. La biocivilisation, voilà, le bios, l'amour de la terre, l'amour du vivant. Essayer d'éviter un maximum la 6e extinction des espèces, essayer de protéger notre biodiversité, être indépendant énergétiquement, pouvoir respirer à nouveau. Enfin, je veux dire, tout ça, ça ne peut être que positif pour notre société. C'est pour ça que à un moment où la gauche devient complètement folle sur le sujet du réchauffement climatique, jusqu'à en faire une nouvelle religion millénariste qui se rapproche d'une secte, ce serait terrible qu'au moment où justement la droite pourrait récupérer donc ce sujet pour en faire quelque chose de rationnel et de positif pour l'avenir, eh bien qu'on préfère dire tout ça c'est faux, tout ça c'est du scam, tout ça c'est de l'arnaque, et tout va bien Madame la Marquise, continuons avec les énergies fossiles. Alors, ce serait le pire des moves, comme disent les jeunes. Ce serait le pire ce serait vraiment la pire option à choisir, à prendre. Voilà. Alors, j'ai pas parlé pendant. Je suis désolé, mais je peux t'en parler pendant 2 heures encore. Je te dis, je m'intéresse à ces sujets écologiques. T'es venu en partie pour ça. Et le truc, c'est que la grande partie de ma vie, j'ai toujours eu un attrait pour l'écologie, parce que voilà, je viens de la campagne, je viens de la terre, et je suis en train d'y retourner d'ailleurs de plus en plus.
mais c'était quelque chose de flou, si tu veux. J'avais jamais étudié les questions. Et comme je te disais, ça me faisait chier, le réchauffement climatique et tous ces gauchistes qui manipulaient ce problème-là. Ça m'emmerdait. Voilà, Greta Thunberg, je vois là sur les charlatans de l'écologie et tout ça, ceux qui utilisent ça pour faire avancer leur agenda. Ils existent, ces gens-là, c'est clair. Mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Voilà. Ne jetons surtout pas le bébé avec l'eau du bain. Au contraire, jetons l'eau du bain qui est sale de gauchisme pour récupérer le bébé et construire un projet positif pour l'Europe de transition énergétique, d'écologie et de possibilité de réindustrialiser, de ramener les productions, en tout cas celles qui sont les plus essentielles, chez nous, parce que sinon ça coûte trop cher en pollution. Alors, ce sera peut-être le mot de la fin. Si je devais résumer tout ton projet, et si ça pouvait être le dernier argument pour convaincre ceux qui nous regardent, l'écologie, donc quand on t'écoute, est surtout un beau moyen de rayonner en tant que nation. Je prends l'exemple du nucléaire où on était à la pointe il y a une trentaine d'années. On a perdu, on a été en retard malheureusement à cause de ce que tu viens de dénoncer, les lobbies pro-éoliens notamment. Se réindustrialiser et être souverain énergétiquement est le plus beau moyen de rayonner. Oui, et je te dis, c'est pour ceux que ça intéresse, il y a le livre de Pierre Wetz qui travaille sur le sujet. On va réindustrialiser l'Europe que par l'écologie et la transition énergétique. Et moi, je veux que l'Europe se réindustrialise et que la France se réindustrialise en particulier. Et il y a déjà plein d'initiatives qui sont créées aujourd'hui. Donc voilà, c'est le réchauffement climatique. Pour finir, voilà, je me répète, c'est vrai, c'est prouvé. Il est potentiellement très dangereux, donc il faut faire attention. Et en plus, le fait de parler de ça nous pousse au cul pour nous réindustrialiser, relocaliser et passer à une transition énergétique qui garantira notre indépendance. Donc arrêtez les droitards de dire des conneries sur le réchauffement climatique, d'écouter les débiles sur Internet. Je ne parle pas du Raptor, mais je parle des complotistes absolument délirants que je vois très régulièrement, qui... Voilà, le système dit une chose, alors il faut dire l'inverse. Il faut sortir de cette logique-là à droite qui est stupide. Est-ce que je t'ai convaincu, Antoine? Est-ce que t'étais un droitard qui n'y croyait pas aussi Non, pour le coup, non. Même si, je veux dire, comme tu as pu suffisamment bien baliser le sujet, il y a, je pense, au fond, une forme d'hypocrisie liée au confort qui fait qu'on ne veut peut-être pas... s'investir dans le sujet, etc. Mais c'était passionnant de t'écouter, en tout cas. Merci. D'être venu. Je crois que tu as un train, et donc on va devoir arrêter cet entretien. C'était passionnant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année? Tu as de beaux projets, un nouveau livre qui arrive? Alors, en ce moment, je ne suis pas très présent parce qu'il se passe pas mal de choses dans ma vie, mais ceux que ça intéresse peuvent me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter ou Instagram. Voilà. J'en parlerai prochainement et puis j'espère que je ferai plus de production audiovisuelle comme vous, parce que je t'ai dit, sinon on va se faire bouffer par les gauchistes. Merci Julien. Merci à vous.